Sell in May and go away. Chaque année, c'est l'adage qui revient, un vieux dicton qui regarde les performances passées et qui dit qu'il vaut mieux vendre en mai et racheter ensuite à l'automne. On va regarder si ça peut être valable cette année sur les marchés. Nous sommes en ligne avec John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion. Bonjour John. Bonjour Aude. Alors, sell in May and go away, faut-il vendre cette année en mai qu'en disent les stratégistes? Alors d'abord, il faut regarder les statistiques économiques. Alors il faut faire attention à cet adage parce qu'il est souvent mal interprété. Ça, vous savez, on a deux périodes, de mai à octobre, et puis les autres 6 mois. Et normalement, historiquement, depuis une cinquantaine d'années, la performance entre mai et octobre est de 3%, alors que le reste de l'année, c'est un peu plus de 6,3%. Donc en fait, l'adage dit que théoriquement, il faudrait sortir en mai pour notamment prendre ses profits, puis revenir en fin d'année. Alors, évidemment, il y a aussi des explications un peu plus cohérentes à cet adage. On sait qu'en été, on a normalement un peu moins de volume, on a plus de volatilité, on sait qu'on a aussi souvent après un bon début d'année, qu'on le veuille ou non, peut-être pas sur l'Europe, mais aux États-Unis, vous avez les investisseurs qui arbitrent et puis qui sécurisent d'une certaine manière leurs gains. Et puis, aussi, il y a ce facteur psychologique parce que tout le monde en parle et vous allez voir les journaux qui, à partir de demain, vont faire leur chou gras de cet adage. Et je terminerai juste ici, Aude, c'est juste de rappeler que dans les années de mi-mandat, vous savez, les midterms qui sont là en novembre, on constate que les mois qui précèdent ce rendez-vous de novembre sont souvent, et historiquement toujours, extrêmement volatiles. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait sortir des marchés. Oui, mais en même temps, est-ce que le début d'année est suffisant pour vendre? Le S&P 500 est à 4,5% quasiment depuis le 1er janvier. Alors, quels sont les arguments pour vendre déjà, John? Alors, on a pas mal d'arguments pour vendre, et vous savez, on a toujours cette question de se dire, entre guillemets, on ne comprend pas pourquoi les marchés montent, même s'ils ont seulement, entre guillemets, fait 4,5% pour le S&P, comme vous l'avez dit, mais en fait, on a quand même une situation qui est assez dangereuse. Je dirais d'abord un conflit au Moyen-Orient qui dure depuis plus de 2 mois. On l'a vu ce matin, le prix du baril qui a atteint un plus haut niveau depuis 4 ans. On a vu ce matin les chiffres de l'inflation en Europe à plus 3%. Vous l'avez dit, la croissance française, par exemple, qui est à tonnes, et des messages des banquiers centraux, et notamment de la Réserve fédérale américaine, dont vous allez parler après, qui ne sont pas très rassurants, parce qu'on a vraiment une dissension au sein des gouverneurs qui est très élevée, avec évidemment des craintes sur l'inflation, mais aussi sur l'emploi. Et ça, c'est très important, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, si l'emploi franche, la consommation aussi. Donc on est dans une situation où effectivement, pour l'instant, ça passe. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas ces chiffres réels qui restent. La didactique, je dirais, sur l'inflation transitoire joue toujours, même si je pense que c'est une erreur. Et la deuxième chose, et on l'a vu hier soir, les résultats des entreprises sont soutiennent encore le marché, que ce soit Microsoft, si c'est légèrement en baisse, mais Alphabet, Amazon, qui nous donnent vraiment des raisons de croire dans une croissance future de l'intelligence artificielle, notamment. Donc pour l'instant, ça tient. Ça tient, c'est vrai. En même temps, le mois d'avril s'est très bien passé sur les marchés. Vous l'avez dit, le S&P a rebondi de 11%, le Nasdaq aussi a inscrit des nouveaux records. C'est lié aux valeurs de l'IA, aux valeurs des puces en plus, vraiment, c'est même un compartiment de l'IA. Est-ce que la reprise, elle est excessive dans le contexte qu'on connaît, géopolitique très incertain, le prix du baril de Brent à $125 ce matin? Oui, alors c'est assez intéressant parce que si on revient sur cet adage sell in May and go away, on voit qu'en fait, il ne faut pas sortir des marchés, ça c'est sûr. Mais si on veut faire quelque chose sur son portefeuille pour essayer d'exploiter au mieux ces mois de mai à octobre, historiquement toujours, durant ces mois, il faudrait repositionner son portefeuille sur des valeurs plus défensives.
la santé, ils utilisent la consommation de base. Alors que normalement, dans les autres 6 mois, bah, on a la tech, on en a parlé, l'industrie, la consommation discrétionnaire. Donc en fait, ça correspondrait, 2026, si on avait dit que cet adage était commencé à vieillir, eh bien en 2026, on pourrait se dire que, effectivement, par rapport aux attentes qui sont très élevées, par rapport à une croissance qui peut flancher, et lorsqu'on parle d'une croissance qui flanche, eh bien on parle potentiellement d'une demande aussi qui flanche. Donc là, ça pourrait avoir un impact, pas sur ce trimestre, hein, on a vu les résultats des entreprises, notamment de l'IA, qui sont extraordinaires, mais durant le deuxième trimestre. Et c'est ça, potentiellement, qui pourrait faire mal. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a l'impression qu'en voyant ce prix du baril à 125, ça ne change pas grand-chose, je dirais, puisque les marchés baissent à la marge, mais on n'est pas très loin des plus hauts historiques. Oui, il faudrait vendre aussi. Effectivement, on voyait des signaux dans les publications des entreprises, mais dans ce que disent les chefs d'entreprise, les prévisions qu'elles donnent aussi. Il n'y a quand même pas de quoi s'alarmer. Il n'y a pas de croissance qui flanche, en tout cas aux États-Unis. Non, effectivement, alors, je ne vais pas le répéter, mais évidemment, les Américains vivent à crédit. On a vu ce que les résultats de Visa nous avaient dit, qui étaient des résultats au-dessus des attentes. Les Américains continuent d'utiliser leur carte de crédit. D'un autre côté, il y a des facteurs un peu techniques. Si on parle des États-Unis, eh bien, on sait qu'il y a eu des remboursements anticipés d'impôts qui ont été très élevés, qui devraient être environ sur l'année de 150 milliards de dollars. Donc ça permet de compenser un peu, en tout cas aujourd'hui, eh bien, la hausse du prix du baril et notamment des prix à la pompe, puisque le gallon dépasse les 4 dollars, ce qui est un niveau très élevé aux États-Unis en moyenne. Et donc, pour l'instant, ça tient, comme vous le dites, parce qu'il y a le crédit et parce qu'il y a des facteurs un peu techniques sur ce remboursement des taxes sur les impôts. Donc, effectivement, pour l'instant, ça tient, mais on sait que ça peut être quelque chose qui peut tourner assez rapidement. Et en fait, si vous voulez, moi, ce qui m'inquiète, alors, vous savez, si l'inflation monte, l'inflation peut redescendre très rapidement. On a eu l'exemple, et on a eu plusieurs exemples dans le passé. Le gros problème, et c'est ce que relève la Fed, mais je ne veux pas aller dans les détails, le gros problème, c'est l'emploi. Parce que si l'emploi aux États-Unis commence à flancher, ce n'est pas le cas actuellement, on est à 4,3% de croissance de taux de chômage, mais si on commence à s'approcher des 5%, bah là, évidemment, le crédit est moins utilisé. Et puis, d'un autre côté, eh bien, les Américains auront utilisé tout leur bas de laine. Donc, pour l'instant, mais ça peut se retourner très rapidement. Donc, évidemment, la clé, mais j'enfonce une porte ouverte, Aude, en disant, ben oui, la clé, c'est la durée de la fermeture du détroit d'Ormuz. Eh bien, vous savez, à 125 dollars, imaginons qu'on rouvre le détroit d'Ormuz demain, les prix du baril ne reviendront pas à leur niveau du 28 février, date à laquelle on a eu cette attaque israélo-américaine sur l'Iran. Donc, il faut faire très attention ici parce que c'est quelque chose qui va être dans le temps et les répercussions ne se font pas tout de suite, mais potentiellement dans un deuxième temps. Et c'est pour ça, cette année, potentiellement, que cet adage va fonctionner. Mais comme j'ai dit, il ne faut surtout pas se dire bah, on sort, parce qu'on a vu que dès qu'on sortait, on loupait des journées absolument magnifiques qui avaient un impact très fort sur les portefeuilles, mais potentiellement eh bien, beaucoup plus diversifié et changer son fusil d'épaule. Oui, c'est une rotation finalement de son portefeuille plutôt qu'une vente totale. Juste un mot rapidement, c'est quoi qui vous fait le plus peur? Aujourd'hui, vous avez les yeux rivés sur le cours du pétrole, ou alors c'est quand même l'emploi qui à long terme, les conséquences pourraient être beaucoup plus ravageuses que le reste? Non, ma plus grosse crainte, c'est une erreur de politique monétaire. Parce que on a vu hier soir, la Fed était très divisée, et on verra cet après-midi avec la Banque Centrale Européenne, que si on reste sur la rhétorique de 2022, où on dit bah, on va attendre la prochaine statistique économique, et de toute manière, c'est une inflation transitoire. Si on n'anticipe pas que potentiellement il va y avoir un impact très fort sur l'inflation et donc sur la croissance, qui sera durable, entre guillemets, en tout cas sur le moyen terme, eh bien ça, c'est une erreur de politique monétaire. Et on se retrouvera dans la même situation qu'en 2022 et on se dira bah, les banquiers centraux n'ont rien appris. Ah, donc vous êtes plutôt du corps de Warsh quand même, Kevin Warsh, prochain président de la Fed, qui dit qu'il y a eu des erreurs de politique monétaire ces dernières années.
Oui, tout à fait, mais vous savez, et c'est là où j'ai loué vraiment ce qu'avait dit Jérôme Powell, c'est que Jérôme Powell a dit textuellement, il a fait son mea culpa en disant on s'est trompé en 2022 parce qu'on a monté les taux beaucoup trop tardivement. Donc, si vous voulez, le mea culpa n'a pas été fait en Europe. Bon, peu importe, les faits sont là, mais je dirais qu'effectivement, c'est facile de taper sur la Fed, mais je pense que la Fed avait appris. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Jérôme Powell part et on est un peu dans l'inconnu sur la direction de la Réserve fédérale américaine, même si on sait qu'il y a 12 personnes qui votent, évidemment. Bon, bah, le message est entendu, j'espère, du côté de Francfort pour la conférence de presse de politique monétaire de cet après-midi. Merci beaucoup, John Plassard, pour Cité et Gestion. Merci.